Du plaisir à la jouissance. On croira qu'il y a continuité de l'un à l'autre, du plaisir à la jouissance, puisque la jouissance est conçue comme la plénitude du plaisir, à la fois son actualité et son intensité. Si je prends une définition du petit Robert, pour me tenir d'abord à elle, il est dit, il est défini, la jouissance est le plaisir que l'on goûte pleinement. Jouir, c'est, petit Robert, profiter pleinement des plaisirs que l'on a. Donc la jouissance relève du genre du plaisir et l'accentue. L'un s'inscrit dans le prolongement de l'autre. Or, pourra-t-on s'en tenir là ? Est-ce que la jouissance, en tant qu'elle dit l'actualité et la plénitude du plaisir, ne confronterait pas, de ce fait, le plaisir à sa possibilité même ? Puis-je effectivement jouir ? Est-ce que la jouissance, en portant le plaisir à sa plénitude, ne se retourne pas contre le plaisir ? Est-ce que, en portant le plaisir à sa limite, elle ne rompt pas avec le plaisir ? Autrement dit, est-ce qu'il ne s'ouvre pas une faille entre les deux ? Une faille, une béance même. C'est dans cette faille que je verrai s'ouvrir la possibilité de ce que j'ai appelé l'existence. Alors, cet écart que je vais tenter d'ouvrir aujourd'hui entre le plaisir et la jouissance, vous me direz, tous les lacaniens de la salle, que Lacan l'a déjà ouvert. Il a séparé, ostensiblement, la jouissance du plaisir. Mais je vois qu'il a émietté la jouissance, j'y reviendrai. De là qu'il a peut-être raté, et cela vaut peut-être pour la psychanalyse en général, dans cet écart ouvert entre le plaisir et la jouissance, ce qui fait la dimension ou la possibilité de l'existence à détacher du fait même de la vie. Pour dire la chose alors platement, autour de quoi je vais essayer de tourner, c'est que le plaisir renvoie à la logique de la vie et que la jouissance en s'écartant du plaisir, en ouvrant une autre dimension que celle du plaisir, ouvre une autre possibilité que j'appellerai donc celle de l'existence. Mais d'abord, le plaisir, dans sa conception banale, dont je vais détacher la jouissance, le plaisir, comment le définir, le plaisir ? Le plaisir est placidement général et générique. Plaisir de la table, du lit, des yeux, de la musique. Plaisir ne distingue pas, dans sa notion, entre deux types des modes de plaisir. Plaisir vaut analogiquement pour l'intelligence, de même que pour chacun des sens. Plaisir d'intelligence, plaisir des sens. Donc c'est d'un organe qu'il dit prioritairement la satisfaction. Plaisir nomme un contentement qui n'est pas menacé intérieurement. C'est ça qui me paraît essentiel. Plaisir nomme un contentement qui n'est pas menacé du dedans. Le menace seulement sa lassitude, son épuisement. Donc son négatif n'est qu'extérieur. Car le plaisir, on le sait, épouse l'inclination, répond à la tendance. La fameuse phrase dans Molière, n'est-ce pas ? Le moyen d'éviter ce qui fait du plaisir. La jouissance. La jouissance en regard ou par écart avec le plaisir. Si la jouissance est définie comme le plaisir qu'on goûte pleinement, donc apparemment dans son prolongement, que veut dire alors plénitude ? Ou bien, qu'est-ce que ce stade désigné de complétude pourrait peut-être si radicalement modifié et menacé de l'acception plus générale du plaisir ? La jouissance, entendue comme la pleine actualité du plaisir, signifie que
que celui-ci occuperait tout le présent et que ne subsiste rien d'autre. S'y abolit tout ce qui n'est pas lui. D'abord s'y abolit toute perspective, et même toute pensée du futur comme du passé, toute mémoire comme tout projet. Au moment où je jouis, je ne suis plus que dans ce présent, accaparé par lui, enfoncé, enfoui, enfui en lui, et ne compte plus que celui-ci. Tout ce qui n'est pas cette actualité de la jouissance s'en trouve en effet effacé. De là que, si les plaisirs se mesurent, se comparent, se composent entre eux, la jouissance en tant que telle, en tant qu'elle est la pleine actualité du plaisir, ne se laisse plus ni référer, ni graduer, ni mesurer, ni comparer. Elle ne laisse rien coexister, la jouissance. Quand on éprouve un plaisir, on garde encore un regard sur lui, on peut encore penser à autre chose. On peut ne pas être tout entier dans son plaisir. De là aussi qu'on peut le contrôler. Mais la jouissance, si l'on entend bien ce que dit sa plénitude, fait que s'oublie tout le reste, y compris les mises en garde et les précautions. La jouissance ne connaît plus qu'elle. Car le plaisir se localise, se partialise. J'ai du plaisir à. Mais je n'ai pas, à proprement parler, de jouissance à. À preuve que jouir se dise absolument, suffisamment, absolument. Je jouis. Les maisons du jouir de Gauguin. Le propre, c'est-à-dire le fait de la jouissance, est ce qui la rend décisive, voire en fait ce qui seul est décisif dans l'existence, et que, dans son écart avec le plaisir, elle l'ouvre à l'absolu. Je jouis. Et y confronte. Et cela au plus intime de l'expérience. En ce point tellement intime de l'expérience qu'on ne parvient même pas à le constituer en expérience. En quoi la jouissance se sépare définitivement de la relativité des plaisirs. J'éprouve du plaisir, maintient une tutelle de la conscience, une sorte de distance, maîtrise du sujet. Plaisir encore est objet, éprouver du plaisir. Médié serait-ce par l'immédiateté de la sensation, il implique encore une reconnaissance. Ce que j'éprouve, c'est du plaisir. Mais dans « je jouis », le sujet est absorbé, noyé dans la jouissance. S'efface alors tout jugement. D'autre part, plutôt de plus, si la jouissance c'est le plaisir éprouvé dans sa plénitude, la jouissance peut-elle faire oublier la limite de la plénitude? Donc si la jouissance c'est le plaisir porté à sa plénitude, c'est que la jouissance fait que le plaisir doit rencontrer ce qui fait la plénitude, ce qui fait la limite de la plénitude. Car c'est la plénitude. Vous voyez, ce que je veux interroger, c'est cela, n'est-ce pas? C'est cette définition de la jouissance comme plénitude du plaisir. Mais alors, qu'est-ce que plénitude? Et est-ce que la plénitude n'impose pas l'idée de la limite, déjà, qui va travailler du dedans la possibilité de la jouissance? Car si la plénitude est complétion jusqu'à la limite, définition de la plénitude, la jouissance se heurte du même coup à la limite. Or, la plénitude, rencontrant la limite, peut-elle accepter la limite? Du plaisir, on sait qu'il se tient sagement à l'intérieur de la limite. Ou sinon, il sait qu'il l'excède. De là qu'il sait qu'il a une mesure et qu'il a un coût. De là qu'il sait qu'il y a une économie des plaisirs. Mais ce qui fait justement la jouissance dans son actualité, c'est qu'elle n'est jouissance qu'en oubliant toute économie.
De là que la jouissance a intrinsèquement à voir, mais sans plus pouvoir le mesurer, mais sans même en garder l'idée, avec ce qui paraîtra du dehors, l'outrance, la prodigalité, l'exubérance, le dépassement. Car qu'est-ce qu'à vrai dire que plénitude? Qu'est-ce qu'à vrai dire que plénitude? Et ne lui faut-il pas déborder pour être en mesure de combler? La jouissance force en effet à lever le voile, dissimulant d'ordinaire cette interrogation qui peut-être est la plus inquiétante, isolant le sujet du monde. Le plein n'exige-t-il pas l'excès? Aussi, happée par cette logique de la plénitude, la jouissance est-elle un enfoncement dans un sans-fond qui veut faire oublier les limites ou la défie, mais ne peut s'y contenter. Aussi, de ce qu'elle est confrontation à l'absolu de la plénitude, la jouissance, du même coup, est mise à l'épreuve de sa possibilité. Que j'indiquais en commençant, peut-on effectivement jouir? Donc affrontée à son impossibilité. Non plus seulement ce qui serait son impossibilité externe, le principe de réalité venant planter sa limite, comme c'est le cas du plaisir, mais de ce qui s'y décèlerait comme sa propre incapacité. La question que force à rencontrer la jouissance, et à l'abri de laquelle se tient sagement le plaisir, est que ce qui ferait obstacle à la plénitude du plaisir n'est peut-être pas tant, comme on voudrait le croire, pour se rassurer, un obstacle venant d'ailleurs, venant du monde, venant d'autrui, et donc on pourrait incriminer, contre lequel on pourrait s'insurger. Non, mais un obstacle qui se rencontrerait au sein même du plaisir, dès lors que celui-ci ferait, dans la jouissance, l'épreuve de sa plénitude. C'est-à-dire qu'il serait un négatif interne au plaisir, que le plaisir n'a garde d'explorer, mais que la jouissance, en portant le plaisir à la limite, force à découvrir. De là que la jouissance fait basculer complètement hors de la perspective du plaisir, qui est celle du contentement et de la satisfaction. Au fond du contentement du plaisir s'ouvre un tréfonds du plaisir qui est son abîme. La jouissance est ce vertige. Ce qui fait que la jouissance, par écart avec le plaisir, n'est jamais seulement une affaire de sensation ou de perception. Au sein du plus physique, elle n'est jamais seulement strictement physique. Se creusant indéfiniment en quête de sa plénitude, elle lâche le terrain du sensible et du physique, ne se tenant pas quoi sous sa limite, réclamant l'absolu, est à vocation, autrement dit, métaphysique. De plus, oui, alors j'enchaîne les de plus parce que j'essaie d'explorer cet écart de la jouissance vis-à-vis du plaisir, alors que la jouissance est définie elle-même comme plénitude du plaisir. Mais qu'est-ce que fait franchir ce stade de la plénitude? Ou comment fait-il que cette jouissance, qui est la plénitude du plaisir, est conduite à se retourner contre ce qui fait le plaisir? Et par là, dans cette béance, qu'est-ce qu'elle fait apparaître d'autre? Donc, de plus, parce que sa plénitude la porte à être l'expérience de la limite, la jouissance conduit dangereusement, c'est ce qui était le plus souvent souligné à son propos, au côtoiement des contraires. Elle est borderline, et même s'expose d'elle-même à l'inversion. C'est-à-dire qu'en s'immergeant dans le sans-fond d'au-delà de la satisfaction, la jouissance perd ses repères. Elle ne se tient plus à l'abri de sa détermination.
Elle n'est plus enclose dans du propre, protégée par sa propriété. S'abolit la conscience de sa spécificité. Les plaisirs se laissent distinguer l'un de l'autre et dans leur degré. Mais la jouissance, en s'en fond, défait ces séparations. De là que, s'avançant en terrain qui n'est plus bordé, qui n'est plus balisé, la jouissance y fait découvrir l'affinité des opposés. Au lieu de pouvoir reposer sur la détermination, la propriété, la jouissance, au contraire, portant à la limite, fait découvrir le fait que les opposés se déclôturent, voire effacent leur séparation. Elle les porte même, ces opposés, à communiquer entre eux, sans plus de frontières entre eux. En quoi elle est scandaleuse et fait chavirer la pensée. Dans la jouissance, on le sait, n'est-ce pas, se conjuguent, si volontiers, la séduction et la répulsion des opposés. On n'est plus sûr de pouvoir distinguer l'horreur et l'attrait. Non seulement la jouissance porte au coudoiement du contraire, mais de ce qu'il faut excéder pour combler, elle fait basculer fatalement en lui. Ce n'est plus alors que le plaisir, venant à s'épuiser, va se verser dans la satiété, et à sa suite le dégoût, mais c'est que la jouissance, en débordant le plaisir, le déclôt de son opposé. Le propre du plaisir, comme on sait, est d'être agréable. Mais la jouissance est-elle encore agréable? Ou bien cette question n'est-elle pas d'emblée révoquée? La jouissance, de fait, se découvre en affinité avec la souffrance. Puissance, souffrance. Elle est conduite à se retourner contre le plaisir à souffrir pour porter à sa plénitude le plaisir. Car n'est-on pas prêt à sacrifier son plaisir à la jouissance, elle qu'on croyait pourtant la plénitude du plaisir? Si la logique du plaisir tient celui-ci dans le respect des contraires, j'éprouve du plaisir ou du déplaisir, plaisir et peine y sont tranchés, la jouissance lève ce principe de non-contradiction qui respecte le plaisir, elle le bouscule, elle le bouleverse et même le bafoue. Après le fait qu'il n'y a pas de contraire donné à la jouissance. Là, en française, pas de contraire à la jouissance. Il y a un contraire au plaisir, le déplaisir, la peine. Il n'y a pas de contraire à la jouissance. Parce que la jouissance est son propre contraire. Car la jouissance est elle-même son contraire, de là qu'elle fait entrer dans le paradoxe et l'ambigu. Non seulement parce que, poussant le plus loin la possibilité de la plénitude, elle se confronte à sa propre impossibilité, mais encore parce qu'elle se conforte et se corrobore, elle s'exacerbe et s'exaspère, s'amplifie et se contredit dans ce jeu des contraires. La jouissance a fait quitter la terre ferme de la satisfaction et de l'intérêt. En quoi elle est exploratrice, en quoi elle est révélatrice. Révélatrice plus que toute autre expérience. En prétendant faire culminer le plaisir, elle embarque dans toute autre chose qu'ils éprouvent le plus au cœur de l'expérience, en même temps qu'elle défie, comme aussi défait, ce qui fait l'intelligence de notre expérience. Le plaisir, comme on sait, se goûte ou s'apprécie. Mais la jouissance ne peut plus se goûter. Tant elle est un vertige débordant par son extrémité même. Le plaisir est pacifique. Il est, comme on dit, hédoniste. La jouissance, en portant le plaisir à la limite, est subversive. Le plaisir plaît. Mais la jouissance, par le pas qu'elle franchit, est redoutable. Le plaisir se laisse contenir dans un degré, dans une spécificité. Le plaisir est dosé, est frangé. Autant dire que le plaisir ne fait pas problème.
il a la caution identifiée de la sensation, il garde la mesure de son intensité, il se prévaut sa naturalité et se laisse qualifier. La morale a la main dessus. Il suffira de le réguler. Et la raison, c'est lui donner sa place. Mais la jouissance ne se qualifie plus ni ne se range, ne se spécifie plus ni ne s'intègre, et ce alors même qu'elle force à remonter au plus intérieur, au plus intime de l'expérience. En quoi elle est fascinante, en quoi elle est affolante. Alors, ce jouir, ou ce je jouis, où s'abolit tout le reste, qui n'est plus en relation avec rien, qui seul dans notre existence monopolise par son exclusivité, s'absolutise dans son actualité, on le voit bien sûr se découper dans l'expérience, expérience débordant l'expérience, qui est celle de l'orgasme. À la stricte singularité de celui-ci, il doit se détacher. Car dans ce qu'on a nommé le plus étroitement l'orgasme, la jouissance s'enfonce le plus au cœur de l'expérience, en même temps qu'elle échappe à tout bornage de l'expérience. En lui s'atteint l'extrême du sentir, en même temps qu'il fait sortir par son excès du sentir. En lui se condense enfin du présent, en même temps qu'il fait imploser dans ce paroxysme ce présent. Autant dire que sur son seuil s'arrête la pensée. Celle-ci ne sait que tourner autour. Ou bien ne peut-elle l'aborder qu'en empilant, comme je viens de le faire, les contradictions. De même que le soleil ni la mort, fameuse phrase de La Rochefoucauld, de même que le soleil ni la mort se jouit, ne peut se regarder fixement. Il est d'ailleurs à la fois les deux, le soleil et la mort. En quoi l'orgasme met la jouissance à part de tout le reste, qui s'en trouve annulé. Le plaisir se laisse répartir, morceler, moduler, est excessif ou modéré. Mais la jouissance abolit ce pluriel, ce graduel, cette variété. De ce qu'elle soit de nature orgasmique, elle s'associe naturellement, tellement de guillemets, à la perte comme au chavirement. Et même en tire-t-elle son ambivalence et sa duplicité. Son ambivalence et sa duplicité, à la fois qu'on puisse tout attendre d'elle, quand on investit, en même temps que, du dehors, ou par après, elle soit si facile à renier, tombe dans l'oubli, le déni, la honte, le ricanement. Peut-être que pour préciser cette opposition, plutôt cet écart que j'ouvre, on pourrait le faire en portraiturant l'homme de plaisir et l'homme de jouissance, ou comportement de plaisir et comportement de jouissance. Il y aurait peut-être effectivement à portraiturer l'homme de plaisir des plaisirs. Celui qui compose entre ces plaisirs et varie entre eux. Il ne s'abandonne exclusivement en aucun d'eux et garde en vue prudemment la limite, même quand il l'excède. Il se plaît dans la sensualité parce qu'il est complaisant avec lui-même. Sa conduite est au service de la satisfaction et il ne se risque pas au-delà. La figure souriante, car il se ménage. Affable et dur à la fois. Souriant au monde auquel il se prête, dur sur ses intérêts. Or, l'homme de la jouissance est celui qui est prêt à sacrifier la satisfaction du plaisir pour l'abîme de la jouissance qui ravira tout. Du désir, il se sert, non pour contenter le désir, par ce qui serait le plaisir, mais pour renverser l'ordre installé des choses. Je pense notamment aux descriptions de bataille dans ces grands textes, l'ABC, le bleu du ciel, où il y a tous ces personnages voués à la jouissance comme au sacrifice et qui sont totalement extérieurs à la logique du plaisir pour explorer autre chose.
pour explorer dans la souffrance, dans la possibilité de la jouissance qui se révèle souffrance, eh bien, ce qu'il faudrait, je crois, configurer comme étant de l'ordre du métaphysique, par écart avec le plaisir. Donc, je dirais, du désir, je reviens sur cette phrase parce qu'elle me paraît importante, du désir, il se sert, l'homme de la jouissance, non pour contenter le désir, parce qu'il serait le plaisir, mais pour renverser l'ordre installé des choses. Je prends Bataille, pour crever le gris du ciel, le temps qui stagne et l'impassible maison d'en face. C'est pour violenter autant qu'il le peut cet état des choses tellement inerte, tellement atone et résigné, en lui-même comme dans le monde, qu'il veut le chavirement de la jouissance. Qu'il se précipite dans la chair, au cœur du sensible, mais défiant le sensible, et s'en prend à elle pour y quêter, non quelque assouvissement, mais le grand vacillement. Car bien sûr, c'est dans la limite affichée du corps qu'on défiera le plus ostensiblement la limite. Expérience donc que je nommerais métaphysique, en pensant à Artaud, en pensant à Bataille, dans la mesure où c'est accéder à de l'autre qui le tente alors, à de l'inconnu, ou du moins à ce qui pourrait défaire le connu, le trop connu, le convenu, et d'abord la dépossession de soi et le désemparement. Ce que cherche l'homme de la jouissance, c'est le désemparement. Non pas le contentement, mais le désemparement. C'est là que là, quelque chose se franchit. C'est là que, sous couvert de la synonymie, plaisir, jouissance, la jouissance comme plénitude du plaisir, en fait une faille se dissimule, mais qu'il faut ouvrir parce qu'elle révèle autre chose, et qui est ce passage d'une logique du contentement à une logique du désemparement. Aussi de cet homme de la jouissance, ou voué au sacrifice, de cette exploration de la jouissance à travers la souffrance. Sa figure est tragique. Figure tragique qui dit la révolte. Au plus loin donc de l'homme du plaisir, sa jouissance dit ou est un effort de transcendance. Donc c'est dans ces mises en scène, Bataille, Madame Edwarda, Le bleu du ciel, ce qui apparaît, c'est que la jouissance s'enhardit de ce qu'elle fait paraître de honteux et d'avilissant, jouissant de sa honte, c'est important chez Bataille, et porte si loin aux yeux des autres la déchéance que ceux-ci n'y voient plus la qualité d'un sujet et se confortent dans leur tranquille moralité. Ils ne perçoivent pas, les autres, ce qui se joue non pas de contentement de soi, comme dans le plaisir, mais au contraire d'évidement de soi, sous ce forçage et cette humiliation. Il faut relire Madame Edwarda ou l'ABC de Bataille. De là que la jouissance demeure effectivement injustifiable et ne peut même proprement se décrire, ou ne serait-ce que se dire, mais frôle l'insensé. Car elle se légitimerait alors seulement de ce qu'elle ne se contente plus de suivre la loi du plaisir, mais en dévie initialement en dénonçant sa facilité, sa superficialité, de ce qu'elle réussit dès l'abord à oser et à défier, de ce qu'elle réussit à déranger le plus radicalement par son anormalité, c'est-à-dire au fond à repousser de l'impossible. Le plaisir assure et tient accordé. La jouissance sépare et désempare, en joignant au paradoxal logique le scandaleux éthique. Dans l'ABC, par exemple, de Bataille, les frères s'éprouvent, à la fois se rejettent et se comprennent dans ce sacrifice. Tandis que le plaisir tend à conforter le soi, la jouissance vise, sous le dérisoire de sa mise en scène, avec les moyens du bord, à porter le loin possible la dépossession de soi pour délivrer du confort de ce soi se complaisant en soi. Car la jouissance est, je l'ai dit, sacrificielle et héroïque.
Elle est une effraction du sexuel telle qu'elle fasse apparaître à l'envers ce qui s'y dissimule de spirituel, autrement dit d'infini. C'est ce que signifie déjà dans Proclus les dieux homériques. On pourrait même faire comme l'a fait Barthes dans Plaisir du texte, vous savez, où il oppose texte de plaisir et texte de jouissance. Comme on peut opposer deux comportements, de plaisir ou de jouissance, dans ces deux types de textes, comme il invite Barthes. Le texte de plaisir, dit-il, qui contente, emplit et euphorise, qui contente, emplit et euphorise, qui procède de la culture, au lieu de rompre avec elle, est lié à une pratique confortable de la lecture. Barthes précise, à la tombée du jour, dans l'attente tranquille du dîner. Ah, quand on lit comme ça. Le texte de jouissance, en revanche, est celui qui met, dit Barthes, en état de perte, qui déconforte, dit-il. Peut-être, il dit justement, je crois, qui déconforte jusqu'à un certain ennui. Par suite, qui met en crise le rapport au langage. Texte impossible, dit Barthes, et intenable, donc dont il est aussi impossible de parler. C'est pour ça que proposition générale que je voudrais maintenant illustrer dans une page de Rousseau que j'ai déjà évoquée ici, je crois, des Confessions, où l'on voit Rousseau qui, d'habitude, tient plaisir et jouissance comme synonymes, prenant l'un pour l'autre, ou les associant dans la même phrase, soudain, dans un épisode des Confessions, apparaître cet autre de la jouissance, comment la jouissance sort de la logique du plaisir, comment elle se confronte à son impossibilité, et donc ouvre sur toute autre chose. Cet épisode, c'est l'épisode de la Zulietta, quand Rousseau part à Venise, secrétaire d'ambassade, et sa vie en quelque sorte se libère, et nous raconte cet épisode avec cette courtisane Zulietta. Rousseau, d'ordinaire, je dis, tient plaisir et jouissance pour équivalent. Il les glose l'un par l'autre, il les croise. Je cite, « les époques des plus douces jouissances et des plaisirs les plus vifs ». Voire, il échange entre eux les qualificatifs attendus. Jouissance au pluriel, plaisir au singulier. Dans la 5e rêverie. Mais voilà qui soudain ne tient plus. Qu'il est aussi conduit à détacher la jouissance du plaisir dès lors qu'il s'agit de considérer celui-ci dans son actualité même. Autrement dit, dans sa possibilité effective, et donc en le confrontant à son impossibilité. Dès lors que c'est cet extrême qui est considéré, alors là, il y a ce chavirement qui se provoque, qui se produit, qui n'est plus question du tout de plaisir, mais c'est autre chose qu'est la jouissance. Dès lors que le plaisir est confronté à son impossibilité, il ne peut plus s'agir de plaisir, il ne peut s'agir que de jouissance. La ligne de démarcation est franchie. Il ne sera plus question que de jouissance, seule jouissance est pertinente quand on quitte la naturalité du plaisir, sa logique de satisfaction, son insouciante normalité, et qu'on doit affronter cette contradiction. Je cite Rousseau, « Jamais si douce jouissance ne s'offrit. Ah, du moins, si j'avais su goûter pleine et entière un seul moment. » Tout est dit, n'est-ce pas? La jouissance dit le plaisir confronté à sa possibilité, donc en fait son impossibilité. Je lis, n'est-ce pas? Jamais si douce jouissance ne s'offrit. Ah, du moins, si je l'avais su goûter pleine et entière un seul moment.
Car quelle est effectivement la capacité du sujet à éprouver le plaisir de façon pleine et entière, et sur le moment, un seul moment. Jouissance dira cette épreuve du plaisir affrontant sa limite au point d'y pervertir ce plaisir. Oui, il y a cette phrase étonnante juste après. Je cite, « Ces délices, je les tuais même comme un plaisir. » Vous voyez comment le plaisir s'est retourné. De ce constat final se retournant contre l'intériorité du plaisir, Rousseau, « Non, la nature ne m'a point fait pour jouir. » Non, la nature ne m'a point fait pour jouir. Il est aisé de parler du plaisir, puisqu'il opère d'indécence et qu'on s'entend en lui. Mais il est si difficile d'affronter la jouissance. Il faut oser. Il faut un effort de la volonté. Il faut le plus grand effort, à la fois intellectuel et moral. Résolution morale. Toujours dans ce même épisode de La Giulietta. Je cite Rousseau. « La force avec laquelle je me rappelle en ce moment l'objet de mon livre me fera mépriser ici la fausse bienséance qui m'empêcherait de le remplir. » Oser parler de cette expérience de la jouissance impossible. Il faudra en effet confesser de soi l'inavouable, d'autant plus inconvenant, impudent, qu'on ne trouve pas soi-même à le justifier. Mais courage intellectuel tout autant. Car penser à la jouissance, c'est s'exposer à rencontrer des contradictoires qu'on ne peut plus relier, qu'aucun terme ne vient plus médier. L'inconséquence est dans la conduite comme dans la logique. On y va surgir des aspects du comportement qu'on ne sait plus intégrer et que Rousseau ne peut appeler que extravagance, c'est son terme. Car seulement la jouissance pose à vif la question de son actualité effective. Racine de Rousseau entre d'une part la précipitation, je cite Rousseau, « Je voulus me hâter de le cueillir, ce fruit de la jouissance, je voulus me hâter de le cueillir », et d'autre part le regret. Je cite Rousseau à nouveau, « regrettant les moments si mal employés ». Donc on est entre la précipitation et le regret, mais échappe l'instant même de la jouissance effective. Mais surtout l'expérience actuelle, qui serait celle du plaisir, elle que dit la jouissance, révèle l'impossibilité de la jouissance, ce qu'on trouve quoi vient buter l'existence. La jouissance, portant le plaisir à sa plénitude, donc à sa limite, déchire en plein le plaisir. Racine de Rousseau, au moment de jouir, Rousseau songe soudain au sort de cette pauvre fille qui est une courtisane et tombe en pleurs. Je cite, « Au lieu des larmes qui me dévoraient, je sens un froid mortel. » Au moment où il est prêt à se pâmer, comme il dit, sur sa gorge, il y perçoit un téton borgne. Donc, au sein de la jouissance, mettant en demeure le plaisir en l'acculant, un extrême soudain s'ouvre sur son contraire. Les délices ouvrent sur les pleurs, la pomaison sur l'horreur. La si charmante Giulietta n'est plus, dans ses bras, que, je cite, une espèce de monstre. Rousseau réussit à décrire, comme on ne l'avait sans doute jamais fait auparavant, le paradoxe constitutif de la jouissance. À la fois sa nature éminemment contradictoire et ce que l'actualité et la plénitude du plaisir, que dit la jouissance, font découvrir de son impossible avènement. Mais Rousseau, pour autant, ne conçoit pas que cette contradiction soit inhérente à la jouissance, ou ne veut se risquer, mais il s'en débarrasse. Je crois qu'il est arrivé magnifiquement à décrire ce qui est ce paradoxe constitutif de la jouissance, confronté à son impossibilité, et en même temps, il s'en retire en rabattant cela sur une réflexion psychologique que c'est dû à sa propre nature à lui, sans y voir un paradoxe logique. Il la ramène, cette impossibilité de la jouissance, sans plus l'interroger, à une singularité personnelle et psychologique, la sienne, Jean-Jacques Rousseau.
Il la rabat donc sur le conflit classique du cœur et de la pensée. Je cite, « Dans ma mauvaise tête est le poison de ce bonheur ». Comme si c'était seulement sa mauvaise tête à lui. Il en fait une exception et par là s'en libère. Au lieu d'y déceler ce qu'un tel épisode a de logique et de nécessaire. Autant dire qu'il met en scène d'une façon qui reste anecdotique la faille sur laquelle vient, dans la jouissance, à s'éventrer l'existence. Sans s'engager par conséquent à travers elle dans cette réflexion audacieuse portant à plus de lucidité. Celle d'une incapacité du sujet à affronter, à supporter la pleine actualité du plaisir que dit si précisément la jouissance et la quête forcée donc d'une échappatoire. Delacrousseau renvoie dorénavant la jouissance dans la fiction et la projection. Je cite, « Je me faisais d'avance une jouissance délicieuse, etc. » Et que la jouissance en vienne à rimer finalement avec innocence. Souvenir immortel d'innocence et de jouissance par innocence, dit-il, de la journée des cerises. Alors, de Rousseau, je passe à Sade. Le contraste est grand, mais l'époque est la même. Et le problème est le même aussi. Le problème est le même qui est de penser ce que peut être la jouissance comme plénitude du plaisir. Donc, dans le même contexte intellectuel et moral, on a affaire à la stratégie contraire. Non pas renoncer à l'accomplissement de la jouissance, l'innocence, reportant celle-ci d'un imaginaire et l'accréditant donc par son innocence, mais se livrer à l'inverse à la perpétration la plus extrême, en même temps que la plus effective, de ce qui est censé causer du plaisir, en ne laissant plus subsister aucun frein à sa perversion. Donc, je ne jouis pas en me retenant, ou parce que je me suis retenu, en me retenant de laisser abîmer mon désir par sa réalisation, le préservant pur pour la jouissance, désormais infini de la fiction ou de la sublimation, mais je veux jouir actuellement de ce que j'ose réaliser le plus intégralement sur un autre qui m'est soumis, qui subit, Justine, tout ce que je peux concevoir de plus aberrant et qui puisse, par son paroxysme, satisfaire mon plaisir. En effet, Sade, c'est là le problème, je crois pour Sade, n'est pas sorti de la logique univoque de la satisfaction. Aussi ne songe-t-il pas à séparer la jouissance du plaisir. Comme chez Rousseau, les deux mots, comme traditionnellement chez Rousseau et dans tout le XVIIIe siècle, les deux mots sont tenus pour équivalents. Comme il dit, jouir de plaisir, dit-il. Mais justement, du fait que Sade n'ouvre pas d'écart entre plaisir et jouissance, ne sépare pas les deux, l'un, le plaisir, répète l'autre et ne laisse entrevoir rien d'autre. Et donc Sade se trouve cloîtré dans la réitération. Car ne détachant pas la jouissance du plaisir, il s'est condamné au sempiternel ressassement du même et quêtant désespérément un renouvellement. De ne pas avoir dissocié la jouissance du plaisir, de les avoir gardés platement synonymes, sans songer à ouvrir quelque écart entre eux, l'enferme. Lui, cependant si audacieux dans la découverte qu'il fait alors de l'érotisme, dans l'impasse du sadisme. Car Sade demeure enfermé dans une logique de contentement du plaisir, l'empêchant de penser plus avant le débordement du plaisir, ou bien l'écart, comme il aime à dire, qu'il ne cesse pourtant passionnément d'explorer. Il est conduit à méconnaître ce qu'il sait pourtant que ce débordement contient d'abyssal dans son chavirement, de fond en fond, et ce qu'il ouvre par conséquent de faille par sa contradiction même. Parce qu'elle reste prisonnier d'une pensée de la souveraineté de la nature, telle qu'elle a dominé tout son siècle, et seule pouvait faire échec à Dieu, le fameux foutre Dieu, n'est-ce pas, de Sade, qu'elle ne conçoit donc pas de justification à la conduite autre que celle de l'inclination naturelle du désir, qu'elle ne peut donc dissocier des lois de la nature, je cite,
la seule règle de suivre son plaisir, celle qui est si longuement expliquée à Eugénie, Sade ne peut sortir d'une satisfaction du plaisir qui, parce qu'elle ne peut trouver sa pleine actualité, n'a d'autre issue que la répétition compulsive. Ce qui condamne Sade à l'autoblocage. Or, Sade a bien pourtant détecté quelle effraction du physique se commet le plus au creux du physique. Donc, détacher la jouissance du plaisir me paraît essentiel pour, en ouvrant cet écart sous couvert de synonymie, en faisant apparaître ce qui se dissimule sous cette synonymie et qui ouvre en fait sur une faille qui fait passer de la vie à l'existence. Cet écart, encore faut-il le trouver dans la langue. La langue française le possède, en tout cas, possède les termes de cet écart possible, le français, l'italien, l'espagnol. L'allemand aussi, entre Lust et Genuss. Quelqu'un qui a bien perçu cela, c'est Kant, dans une parenthèse au début de la critique du jugement, quand il dit ceci. Je cite Kant, « Tant et si bien que ceux qui ne se soucient jamais que de jouissance, parenthèse, car tel est le mot par lequel on désigne ce qu'il y a d'intime dans le plaisir, das Innige des Vergnügens, se dispensent volontiers de tout jugement. » Voilà que Kant, alors glissé dans une parenthèse bien sûr, et glissé dans une parenthèse qui est au début de la critique du jugement, fait entrevoir un autre possible que celui que développe la philosophie kantienne, qui est celle de la jouissance. Il entrevoit donc ce que pourrait faire chavirer la jouissance par rapport à l'ordre de construction rationnelle dans lequel il est. J'aime beaucoup ce mot en français, entrevoir. Kant entrevoit un autre possible, celui que pourrait signifier la jouissance, le Genuss, mais il entrevoit et il ferme la porte. Il ne veut pas se risquer de ce côté-là, ce serait trop périlleux. En tout cas, ça ferait trop chavirer la pensée qu'il essaie comme ça de mettre sur pied. J'évoque les langues parce que nous pensons en langue. J'ai suffisamment insisté sur ce point qui pour moi est aussi un combat philosophique, et parce que si je me tourne vers l'anglais, je n'ai plus de mots pour ouvrir cet écart. Et que le enjoy de l'anglais, même s'il vient de gaudere latin comme jouissance en français, ou comme gonibento ou dans les autres langues latines, eh bien enjoy ne porte pas du tout cette possibilité-là, ni delight, ni pleasure, ni tous ces termes anglais. Donc voilà, au fond, ma question au fond, c'est si nous passons sous le règne du globish, est-ce que tout ça ne va pas s'aplatir, n'est-ce pas ? Et que l'effort que je fais devant vous pour essayer d'ouvrir un écart entre plaisir et jouissance va se trouver rabattu comme ça et oublié. Alors cet écart-là, je voudrais maintenant le reprendre avec le recul de l'histoire de la philosophie, pour voir comment cet écart plaisir-jouissance pourrait être un fil à tirer pour reconfigurer notre histoire de la philosophie et repasser donc, dans le peu de temps qui me reste, par nos grandes références philosophiques, pour voir comment s'y dessinerait une sorte de grands choix possibles. Ceux qui ont entrevu la jouissance et ceux qui sont restés dans le plaisir. Ceux qui ont entrevu la jouissance, c'est-à-dire la difficulté de penser ça, la contradiction, le chavirement, et puis ceux qui, au contraire, restent dans la logique de la satisfaction, du contentement. Alors, je commence par Platon, ou de Platon à Lacan. Je vais aller vite, rassurez-vous. C'est maintenant j'envisage cet écart dans l'histoire de la philosophie. Alors Platon, c'est celui qui installe le grand empire, appareil de la non-contradiction, fameuse logique dans laquelle nous sommes, et qui aussi commence par la synonymie du plaisir et de la jouissance. Mais je vais m'arrêter sur cette première page, la page d'ouverture du Philèbe de Platon, où on lit ceci: « Le jouir, pour tous les êtres vivants, est le plaisir, le contentement et tout ce qui s'accorde à ce genre. » Le jouir, donc je répète, le jouir, pour tous les êtres vivants, est le plaisir, le contentement et tout ce qui s'accorde à ce genre. Synonymie
le jouir, plaisir, contentement. Voilà, une seule phrase, tout dit, tout est dit. Oui, et en même temps, il n'a pas dit, il a dit le jouir à l'infinitif. Seul verbal, tokairein. Jouir, comme ça, introduit d'emblée, dont les termes qui suivent, plaisir, contentement et tout le reste du même genre, semblent déjà la retomber. Et surtout, Platon prête cette phrase à Philèbe. Philèbe, il faut entendre en grec, l'amoureux de la jeunesse, qui lui, il prête cette phrase, prête cette annonce à Philèbe, qui lui ne dit rien. Qui lui ne dit rien, qui n'a pas besoin de dire, qui n'a pas besoin d'expliquer, qui se contente de se jouir. Comme quoi, Philèbe serait celui qu'entrevoit Kant dans cette parenthèse. Celui qui, justement, sort de l'affaire du jugement. Donc je trouve extraordinaire que Platon écrit un dialogue dont le titre est ce nom, Philèbe, et que cette personne, Philèbe, ne dise rien. Or, c'est un dialogue. Et donc on le remplace, dès la première page, par un substitut, un protarque, quelqu'un qui va tenir la place de Philèbe et qui donc va faire du plaisir la thèse contre laquelle Socrate va défendre l'autre thèse, qui est celle de préférence de la sagesse au plaisir. Mais ce qui me paraît important, c'est que ce personnage merveilleux, ce personnage de dialogue merveilleux parce qu'il ne dit rien, donc n'éprouve aucun désir de s'expliquer de cette affaire, aucun besoin de s'en justifier. Entrer dans la défense du jouir serait le trahir. Voilà ça que nous dit le silence de Philèbe. Entrer dans la défense du jouir serait le trahir. Commencer de l'exposer serait l'abîmer. En disserter serait le déserter. Du pur jouir, il n'y a rien à dire. Tout logos est condamné à le rater. Aussi Platon laisse-t-il aussitôt Philèbe, dont le nom pourtant est celui qu'il donne au dialogue, à la puissance de son silence. Mais il semble que Platon, là, voilà, ouvre discrètement l'écart des deux. Jouir ne peut appeler en effet qu'à se taire ou bien à se révolter. Alors la révolte, le silence c'est Philèbe, la révolte c'est Calliclès dans Platon. Le plus grand opposant de Socrate dans la dramaturgie de Platon, c'est ce fameux Calliclès dans le Gorgias. Calliclès qui écoute comme ça Socrate discuter avec ses compères, de plus en plus virulent. Quand c'est Gorgias, ça devient quelqu'un de très consistant. Et puis à un moment, Calliclès n'en peut plus. Il dit « Socrate, arrête, je t'en prie, avec tous tes raisonnements. Tu essaies de recouvrir de toutes tes forces quelque chose que tu ne peux pas cacher, qui est le droit à la jouissance. » Donc en 492b, donc pour réclamer une révolte de Calliclès, pour réclamer, sans plus de déguisement, le droit de jouir. Apolloein, comme on dit en grec. Avoir la pleine jouissance de. Donc les deux plus grands contradicteurs de l'œuvre de Platon, c'est précisément à propos de la jouissance. L'un se taisant d'emblée pour ne pas la laisser noyer sous les arguments, l'autre se dressant enfin, se révoltant, n'en pouvant plus de tant de recouvrements accumulés pour ouvertement la revendiquer. Preuve donc que Platon a bien perçu, entrevu, ce que le jouir ferait vaciller dans l'ordre du discours comme de la cité. Mais cet écart qu'il aperçoit, Platon se garde de le déployer. Aussi, vous avez vu comment ça se passe après dans le Gorgias, il fait déraper Calliclès dans l'éloge de l'intempérance, de l'immoralité, et là c'est facile de le rembarquer, n'est-ce pas, pour montrer comment une vie raisonnable est préférable à une vie insatiable. Mais néanmoins, Platon a bien perçu ce qu'il y a d'antilogique à l'œuvre dans cette affaire, ce qu'il appelle d'ailleurs folie, mania. Et ce qu'il affronte dans une évocation qu'il fait de l'orgasme dans la Politeia, dans la République. Et donc, on voit bien que Platon perçoit cet écart, mais le danger qu'il constitue
pour la constitution de la raison et du politique. Il s'arrête donc là, sur ce seuil dangereux. Il s'arrête là sur la voie de reconnaître ce que l'expérience, tellement à part de la jouissance, qu'on dit sexuelle, pourrait faire apercevoir d'une contradiction interne à la logique de l'être, et donc portant à s'en défier. Et de ce retour qu'il fait à la sagesse. Néanmoins, il ne s'en tient pas là. Il aborde de plus près ce qui est la difficulté essentielle, autour de quoi tout tourne, en tout cas mon propos aujourd'hui essaie de tourner, c'est qu'il voit apparaître qu'il y a un obstacle interne à la jouissance, sur lequel fait buter la jouissance en faisant culminer le plaisir. La question qu'il fait apparaître est celle-là, celle qu'on voyait à l'œuvre dans la scène de Rousseau. Qu'est-ce qui, dans la jouissance, nous fait reculer devant la jouissance et rend cette jouissance impossible? C'est là la question que Platon ose affronter dans le Phèdre. Qu'est-ce qui, dans la jouissance, nous fait reculer? C'est qu'on recule vers la jouissance et donc rend cette jouissance impossible. Il faut lire le passage de près, je le trouve admirable, pour essayer de dire quel est le négatif interne au jouir. Autrement dit, que le plaisir pouvait dissimuler, mais que la jouissance, en portant le plaisir à sa limite, force à découvrir. Cette barrière empêchant le jouir. Et donc le paradoxe qu'elle constitue pour la pensée. Barrière empêchant le jouir, alors là je suis déjà en langage lacanien. Je cite dans l'éthique de la psychanalyse. Alors évidemment, il ne s'agit pas pour moi de faire télescoper Platon et Lacan, ce qui n'a aucun sens, mais de laisser sa place à ce point saillant qui est que Platon a mis le doigt sur quelque chose qu'il faudra attendre Lacan pour pouvoir le penser plus effectivement. Mais Platon, c'est là le génie de Platon, comme on dit, il y a tout dans Platon. Mais il y a aussi ça dans Platon, qu'il mette le doigt là-dessus, sur ce point si difficile, dans le silence de Philèbe, dans la révolte de Calliclès, et qu'il constitue dans le passage du Phèdre en question pour donner sa place à cette chose si difficile à penser qui est, quand on pense à la jouissance, plutôt quand on pense au plaisir, quel est cet obstacle interne au plaisir et auquel nous confronte donc la pensée de la jouissance. Oui, je disais Lacan, souvenons-nous de ces formules de Lacan dans l'éthique de la psychanalyse, quand il dit « cette barrière au-delà de laquelle est la chose analytique, barrière ». Et il continue en disant « où se situe le champ de bataille de notre expérience, où se produisent les freinages ». Je cite encore « où s'organise l'inaccessibilité de l'objet en tant qu'objet de jouissance ». Formule de Lacan. Où s'organise l'inaccessibilité de l'objet en tant qu'objet de jouissance. Puis je dirais Platon, d'une certaine façon, a reconnu ce point précis, ce point si difficile, et même nommément désigné. Vous savez la scène du Phèdre, il y a donc la scène du cocher, avec les deux chevaux, le bon et le mauvais cheval. Et Platon décrit cette scène où, au moment même où le cocher s'approche de l'objet de la jouissance, au plus près de son objet d'amour, je cite Platon, cette expression je trouve si forte dans Platon, je cite, « comme s'il y avait devant lui une barrière ». Comme s'il y avait devant lui une barrière, osper, apo, usplégos. Donc le cocher du Phèdre, au moment même de la jouissance, où s'apprête à jouir, comme s'il y avait devant une barrière, se trouve reporté en arrière. Reporté en arrière, retombant en arrière, anapessone, dit Platon. Comme s'il y avait devant lui une barrière, se trouve brusquement renversé en arrière, anapessone. Or, cela n'intervient pas par hasard, mais se reproduit les fois suivantes. Platon ne se contente donc plus là de poser une limite extérieure à la jouissance en interdisant
l'excès de façon morale, et même il ne s'en tient plus à la seule pudeur ou la réserve énoncée, mais reconnaît ce qui vient contredire du dedans même de jouissance, le jouir. Alors Platon va s'en tirer en dédoublant, comme fait traditionnellement la métaphysique, en dédoublant entre deux scènes, celle présente et puis celle d'avant, quand l'âme, dans le ciel, pouvait accompagner le cortège des dieux et donc avait une vision directe de la beauté, et cette vision directe que l'âme a eue de la beauté avant la naissance dans le corps est ce qui provoquerait cet empêchement soudain de la jouissance dans l'existence ordinaire. Donc, Platon s'en tire, j'allais dire en bon métaphysicien, non, c'est lui qui invente ça, donc c'est les autres qui vont le suivre dans cette démarche, mais disons en dédoublant la scène, c'est-à-dire en séparant deux mondes, un monde d'expérience actuelle, puis l'autre monde, en tout cas l'autre scène de l'expérience dans le monde idéal, et c'est le rapport des deux qui provoquerait cet empêchement. Ce qui fait que finalement Platon conclut sur ce qui nous reste. Petite jouissance, dit-il, smicra apolosai, formule que je vais retrouver bien sûr chez Lacan. Donc Platon a entrevu la faille. Il a entrevu comment, au lieu de la continuité du plaisir à la jouissance, sous cette synonymie se dissimulait une faille qu'on ne peut ensuite qu'ouvrir davantage et qui met en question tout l'appareil logique sur lequel repose sa propre pensée, ou du moins même qu'il essaie lui-même de déployer. Alors, si je tire ce fil entre ceux qui ont perçu comment écarter la jouissance du plaisir et ouvrir la faille, et puis ceux qui sont passés à côté sans vouloir ouvrir du tout la faille, ou sans même se douter qu'il puisse y avoir une faille, eh bien, c'est comme ça que je pourrais remettre en scène l'écart d'Aristote par rapport à Platon. Aristote, dans sa analyse du plaisir, qui, je dirais, fait tout pour qu'il n'y ait pas d'ouverture à la jouissance. Plutôt pour que la pensée qu'il présente du plaisir soit autosuffisante, satisfaite, et donc sans inquiétude, sans fissure, même sans fêlure, sans rien qui puisse, disons, inquiéter. Et là, ça ouvre un choix dans la philosophie. La philosophie qui inquiète et l'autre. Si Platon laisse entrevoir un écart de jouissance avec le plaisir, pour ensuite prudemment s'en retirer, on voit qu'un tel écart, en revanche, Aristote ne l'envisage pas, et même qu'il n'en aperçoit pas l'éventualité. Aristote n'a pas l'idée de la moindre fissure entre le plaisir et ce qui serait, au-delà de lui, la jouissance, en tant que plénitude du plaisir. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas inquiéter. Oui, parce que Aristote est tout entier du côté de l'explication. Aristote n'est pas un penseur de l'écart, c'est un penseur de la différence. Différence, définition, rangement, typologie, etc., catégorie. Aristote est un pratiquant de la différence, non pas un penseur explorateur de l'écart. Grâce au vue des différences, Aristote range, classe, définit, envisage cas par cas, dresse des typologies, mais sa pensée ne s'aventure pas. Aussi est-il un penseur de la vie sous toutes ses formes, tous ses étages, d'abord la biologie, mais n'a-t-il pas soupçon de l'existence ? Car Aristote ne pense le plaisir que selon le dispositif de satisfaction. Dans un rapport d'adéquation qui s'établit entre la capacité de sentir et l'objet senti. Au fond, le plaisir se résume à cela, à cette mise en adéquation d'une capacité percevante et d'un objet perçu. Tout se passe ainsi entre sentant et senti, dans une relation de l'actif et du passif qui se referme en s'emboîtant sur elle-même, sans le moindre hiatus, et ne laisse pénétrer l'ombre d'un manque. Cela donc, à la fin de l'Éthique Nicomaque, au chapitre 10 donc,
livre 10, chapitre 4. Rapport donc purement fonctionnel. Il ne peut s'agir toujours que d'une satisfaction d'organes, y compris pour l'esprit. Je cite Aristote, donc chapitre 4 du livre 10 de l'Éthique Nicomachie. Il est évident, j'ai suffisamment dit que quand une phrase commence par « il est évident », c'est suspect. Il est évident que le plaisir atteint son plus haut point quand à la fois le sens est dans la meilleure disposition et s'actualise en rapport à l'objet également le meilleur. Donc, si vous prenez la meilleure capacité percevante et en face le meilleur objet perçu, vous avez le plaisir à son maximum. C'est donc un dispositif purement perceptif d'asthésis, qui est la seule perspective envisagée, et il n'y a pas de sujet humain, n'est-ce pas, qui intervienne dans cette mise en relation. La formule est à objectif absolu, n'est-ce pas? Il y a du percevant et du perçu, et la relation des deux fait du plaisir. Mais rien n'interfère, ne s'interpose dans cette adéquation du passif et de l'actif. De là que l'agréable, edus, bien sûr, soit le seul horizon déployé, que rien ne vient troubler. Le plaisir, enclos dans ce comparatif des plaisirs, ne se laisse pas inquiéter. Donc Aristote conçoit le plaisir dans sa plénitude, et même en tant qu'il est plénitude, ce qui devrait le porter à penser la jouissance comme plénitude du plaisir. Mais, comme il n'y introduit aucune figure, aucune fêlure du sujet, il n'a pas décelé quelque rupture que ce soit dans cette adéquation du plaisir porté à sa plénitude. Donc il distribue la notion de plaisir sous ses aspects conjoints, en tant que totalité indivisible, ça s'appelle toolon, et d'abord indivisible en tant que temporalité, l'instant du plaisir qu'on ne peut pas couper en morceaux, une totalité, l'instant du plaisir, tout le tonune du plaisir, en tant que pure actualité, énergeia. Le plaisir est en acte, à l'œuvre, actuel. Le plaisir, c'est donc dans un instant qui ne se scinde pas, en tant que parfaite actualité, complète actualité, et c'est un tout. C'est un tout achevé, le plaisir, teleios, dans sa perfection achevée. C'est ainsi qu'elle définit le plaisir comme plénitude, parachevant l'activité comme un surcroît qui le couronne et l'accomplit. Un épignomène, dit-il, comme on dit épiphénomène. Donc il y a une sorte d'achèvement complet de cette relation du percevant et du perçu, sans faille possible. Donc sans inquiétude, sans rien qui mette en danger la pensée. Rien ne contredit en lui-même le plaisir porté à sa plénitude, ce qu'on appellerait donc la jouissance. La seule menace que celui-ci connaisse est relative à la vitalité, la fatigue. On se lasse, n'est-ce pas? Et c'est ce qui permet de comprendre pourquoi Aristote ne sépare pas le sexuel des autres plaisirs. Il y a un genre, donc le générique du plaisir, sans qu'il distingue ce qu'avait fait Platon, le sexuel des autres plaisirs. Non, pour Aristote, il y a rangé comme ça la même catégorie, la même rubrique du plaisir, tous les plaisirs, y compris le sexuel. Donc il ne sépare pas le sexuel des autres modes de satisfaction, ne le distingue donc pas d'entre les plaisirs. Le plaisir reste générique. La seule question, c'est de les classer, les plaisirs, et de les hiérarchiser, et de préférer bien sûr le plaisir intellectuel au plaisir physique. Donc vous voyez, si je tire ce fil-là, qu'est-ce que je vois? Chez Aristote, qui n'a pas ouvert d'écart entre plaisir et puis plénitude du plaisir, portant le plaisir à sa limite, donc le confrontant à sa possibilité, donc aussi à son impossibilité, ce qui s'éprouve dans la jouissance, eh bien, si je tire ce fil-là, je vois que Aristote, justement, n'ouvrant pas cette faille, ne sort pas de la satisfaction du vivant, que dit le plaisir, et donc en reste dans la pensée la tendance. La tendance est la satisfaction, et fiestai en grec. Aristote ne perce pas cet horizon de la naturalité. Je cite, « On peut croire que
si tous les hommes, sans exception, aspirent au plaisir, c'est qu'ils ont tous tendance à vivre. Donc, le plaisir reste dans cette logique du vivant, de la satisfaction, du contentement, et aucune fêlure, n'est-ce pas, n'intervient qui pourrait ouvrir sur autre chose. Alors, évidemment, tirer ce fil, c'est très long, parce que s'il faut prendre toute l'histoire de la philosophie pour savoir quels sont ceux qui ont entrevu une fissure entre plaisir et jouissance et ceux qui l'ont recouverte, dissimulée, donc ceux qui se sont inquiétés, et puis ceux qui, au contraire, ont cherché à désinquiéter la pensée. Le travail serait long, mais je vais, donc, faisant un grand saut, me poser la question de ces deux verbes en français, expliquer et explorer. Bon, au fond, je crois que c'est de ça dont il s'agit ici. Ou pour le dire ainsi, le plaisir s'explique, la jouissance s'explore. Commencez par opposer ces deux verbes. Explorer, expliquer. Le plaisir s'explique, la jouissance s'explore. Qu'est-ce que c'est qu'expliquer ? Expliquer, c'est rendre compte de ce qui est constaté en dépliant les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire en demeurant à l'intérieur des enchaînements rassurants, des causes et des effets. L'explication ignore donc ce qu'il en est de l'autre. Sa charge étant justement de le dissoudre, cet autre, en l'intégrant. Mais explorer, c'est aventurer la pensée dans un ailleurs, en s'écartant du connu et même de l'envisager, et par conséquent se risquer hors de ce régime explicatif. Aristote en est resté à l'explicatif. Mais alors qu'en est-il de Freud ? Est-ce que Freud explique ou est-ce qu'il explore ? Je me dirais qu'à mon sens, il est des deux côtés. C'est ça qui m'intéresse chez Freud. C'est qu'à la fois, il est explorant, même le grand explorateur, l'explorateur de ce nouveau continent, l'inconscient. Donc Freud explore. En même temps, c'est un homme de science, comme Aristote, lui de plus neurologue, donc il est exigeant en termes d'explication, de causalité et d'étiologie. Homme d'analyse. C'est pourquoi Freud, explorateur, a aperçu qu'on ne pouvait s'en tenir à la seule logique du plaisir, celle-ci se fissurant de l'intérieur, et qu'il fallait en déborder pour s'aventurer au-delà. Freud a aperçu la faille de la jouissance par écart avec le plaisir. Mais l'écart qui s'ouvrirait alors entre la jouissance et le plaisir, il ne l'a pas pour autant déployé. À preuve, c'est que les deux termes, plaisir et jouissance, chez Freud, restent synonymes. Lust et Genuss, chez Freud. Car d'Aristote à Freud, il y a cette continuité de principe, comme l'a vu Lacan, que l'homme met sa fin, y compris éthique, c'est là le point commun d'Aristote à Freud. L'homme met sa fin, y compris éthique, dans la positivité du bonheur que constitue la satisfaction. Même logique de la satisfaction. Satisfaction, contentement, bref, qui ne se laisse pas inquiéter. Mais en même temps, le renversement est complet d'Aristote à Freud, ou des Grecs à nous. Car nous avons dû reconnaître, et je reprends la formule de Lacan, qu'il n'y avait ni dans le macrocosme, ni dans le microcosme, nous les modernes, nous, aujourd'hui, rien qui soit préparé pour ce bonheur. Les Grecs pensaient qu'il y avait, que ce dispositif du bonheur, du contentement se trouvait comme ça, trouvait son répondant dans le monde. Or, ce qui fait de la modernité, c'est justement de reconnaître que non, le monde n'est pas fait pour que nous soyons heureux. L'illusion serait celle d'une adéquation naturelle, et celle-ci est désormais tombée. C'est ce qui fait que Freud, je crois, occupe une position intéressante à considérer, dans ce qu'il a entrevu cette faille, mais ne l'a pas tenue. Car Freud, d'une part, plutôt d'abord,
On n'a plus du tout de doute sur le fait qu'il n'y a aucune commune mesure entre l'intensité de la jouissance orgasmique et toutes les autres satisfactions qu'il peut être donné de connaître. Donc la spécificité du sexuel pour lui est évidente. Mais surtout, Freud en est conduit à ce constat majeur, si lourd à affronter, qu'il puisse y avoir au sein même de la pulsion sexuelle quelque chose de, je cite, non favorable à la pulsion, à la satisfaction. Au sein même de la pulsion sexuelle, quelque chose de non favorable à sa satisfaction. Cependant, cette énigme la plus cruciale, celle d'un négatif interne à la satisfaction, et que donnerait à penser la jouissance en s'écartant du plaisir, Freud se trouve acculé à la reconnaître, mais est à la peine, et même se voit désarmé pour lui faire sa place. En effet, qu'est-ce qui résiste à l'ouverture de cette faille de la jouissance par écart avec le plaisir? C'est que d'une part, Freud s'engage difficilement dans une autre logique, qui serait celle du paradoxe, pour faire droit à cette contradiction. D'autre part, que Freud pense en termes explicatifs, d'appareil psychique et de ses instances, très peu sous la figure du sujet. Et enfin, que dans son régime causaliste, l'autre n'a pas sa place. Aussi Freud s'en tient-il à l'opposition du plaisir et du déplaisir, Lust und Lust, et ne peut-il aller jusqu'à rompre la synonymie de la jouissance et du plaisir, même s'il a déjà ouvert la faille qui justifie leur séparation. Voilà qui me conduit enfin à Lacan, puisque c'est lui qui, ostensiblement, a ouvert cet écart. Alors je vais aller très vite, en me déprenant de la langue de Lacan autant que possible, pour essayer de voir au contraire qu'est-ce qui fait que Lacan a pu ouvrir cet écart, mais à mon sens aussi, comment il l'a perdu. D'abord, pourquoi Lacan a pensé la jouissance à l'écart du plaisir? Mais d'abord parce qu'il a fait sa place au paradoxe. Enfin, il a fait sa place au paradoxe. D'où c'est clair ce qu'il appelle le paradoxe de la jouissance. Et paradoxe de la jouissance, de par sa disjonction première, dont, comme il dit, se déconcerte la logique, celle de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Ensuite, deuxième raison, Lacan est passé de l'appareil psychique freudien à la figure fêlure du sujet. Ah oui, non seulement sujet, mais sujet fêlé. Fêlé par quoi? Par le signifiant, fêlé par notre soumission au langage. Donc sujet déterminé par le signifiant, plus précisément sa coupure, en termes de Lacan, sujet qui dès lors n'est plus cause de lui-même, mais qui, de par sa soumission au signifiant, se présente en sujet, divisé, aliéné, barré, bref. Or, c'est ce sujet-là à qui il revient de supporter au sens à la fois de soutien et de souffrance, la jouissance. Et puis, troisième raison, dont j'ai dit pourquoi Lacan a pu penser la jouissance par écart avec le plaisir, ce dont on crédite globalement la pensée de Lacan. Donc, parce qu'il a légitimé une logique du paradoxe, parce qu'il est passé de l'appareil psychique à la figure du sujet fêlé, barré, etc. Et enfin, parce qu'il a fait sa place à l'autre, au tout autre. Cet autre, chez Lacan, qui d'une part est celui du corps propre, étranger au registre du sujet et du signifiant, et qui par là même est pure pulsation de jouissance, mais en même temps qui est le lieu de la parole et du langage, le fameux « ça parle dans l'autre », comme tel d'emblée déserté par la jouissance. D'où se fait ce constat que l'accès, vous voyez, c'est plus une question d'excès, l'excès du plaisir, c'est une question d'accès. L'accès à la jouissance, de par la soumission du sujet au langage, est barré.
l'accès à la jouissance est barré. Barré, barrière que j'évoquais en citant le Phèdre de Platon, cette barrière qui empêche l'accès à la jouissance, qui est la barrière qu'introduit le rapport au langage. Ce qui fait qu'au fond, Lacan donne toute la force à ce qu'avait vu Freud, savoir que la sexualité, je cite Freud, doit porter la trace de quelques fêlures peu naturelles. Quelques fêlures peu naturelles. Jouissance, accès barré à la jouissance, donc la jouissance refoulée. Faire d'un goût ou refaire d'un goût. Ou comme il dit, interdite en jouant sur le terme interdire. Il y a bien la jouissance, en tant que jouissance de l'autre, celle qui est dans la chose, c'est-à-dire du corps jouissant de lui-même, dans sa pulsation vitale, mais cette jouissance n'a d'existence que dans l'après-coup de l'incidence du langage. C'est-à-dire du signifiant qui, comme tel, par la coupure qu'il introduit, en a barré l'accès au sujet, barré la barrière. De sorte que la seule jouissance qui reste n'est qu'une jouissance de bord, comme dit Lacan, jouissance de bord. Elle n'est qu'un reste de jouissance. Reste de jouissance par ce refoulement primordial, refoulement originaire, qui a pour autre nom le complexe de castration, et qui érige le phallus en tant qu'objet manquant, en signifiant de la jouissance. Avec cette idée essentielle autour de quoi tourne tout Lacan, me semble-t-il, qui est que de ce qu'il parle, il est par l'être, n'est-ce pas? De ce qu'il parle, les besoins de l'homme lui reviennent étrangement déviés. De ce qu'il parle, les besoins de l'homme lui reviennent déviés. Et donc, au lieu de la chose inaccessible, le sujet ne fait plus qu'en retrouver des formations substitutives, qui sont les objets du fantasme. De là que la jouissance refoulée est émiettée. Il ne reste qu'une petite jouissance. Petite jouissance, comme disait Platon, smikra apolosai, petite jouissance. La jouissance, en étant d'emblée perdue, va donc briser sa conception unitaire. Il n'y a plus accessible que des restes dispersés de la jouissance originaire, qui n'a plus donc de statut que mythique. Or, je vais insister sur ces dimensions que Lacan écrit de différentes façons de la jouissance phallique résultant de son codage par le signifiant, le plus de jouir, l'affaire de l'objet petit a, ou la jouissance féminine, comme jouissance supplémentaire, d'au-delà le phallus, etc. Et puis jouissance écrit de toutes les façons dont Lacan sait l'écrire. Bref, cette conclusion de Lacan qui est qu'au fond, le fait que la jouissance, que dans la jouissance, le sujet connaît son abolition, sa perte. Et qu'il revient donc au principe de plaisir de transporter le sujet de signifiant en signifiant pour tamponner l'excès de la jouissance. Ce qui conduit donc à penser cette petite jouissance qui est finalement ce qui nous reste. Alors je vais m'interroger très rapidement dans la minute qui me reste, même qu'il ne me reste pas, pour constater ceci. Non seulement sous cet émiettement notionnel de la jouissance, trop hâtivement comme ça évoqué, ne subsistant donc qu'à titre résiduel, toute dimension unitaire, donc existentielle, de la jouissance est perdue, mais il faudrait aussi se demander si le fait que le sujet s'y abolisse n'est pas ce qui, le détachant du vivre et du plaisir, et ce qui permet de penser sa capacité d'exister. Ce sera donc mon propos final. À la lumière de ce clivage que j'ai voulu comme ça poursuivre, de cet écart ouvert de la jouissance vis-à-vis du plaisir, qu'est-ce qui peut s'éclairer de là de l'existence? Dans cette faille ouverte, que je n'ai pas considéré seulement de façon négative, l'impossibilité de jouir, cette barrière qui empêche
d'accéder effectivement à la jouissance, mais de cette incapacité d'accéder à la jouissance, qu'est-ce qui en résulte pour l'existence? Peut-être comme nouvelle possibilité. Qu'est-ce qui s'ouvre dans cette faille comme possibilité d'existence, en détachant l'existé du vivre? Car qu'est-ce qui fait effectivement que l'être humain peut être non seulement vivant, mais existant? Pour reprendre la formule bien connue, n'est-ce pas? Seul l'homme existe. Existe. N'est-ce pas, si je me résume, qu'il est devenu homme s'est promu un homme, alors j'ai introduit un concept sur lequel je publie récemment, en décoïncidant, par décoïncidence avec la nature, justement. Est-ce que ce n'est pas justement cela qui lui permet de se tenir hors, existere, se tenir hors d'une adéquation donnée avec lui-même comme avec son monde, et que c'est ce qui se passe, le fait de cette inadéquation qui désormais le définit. Qu'il soit l'être décoïncident et sa condition. Or, c'est de cette décoïncidence, elle dont c'était le concept d'existence, que la jouissance, devenue inaccessible, est la conséquence. Au fond, l'accès à la jouissance est impossible pour nous parce que nous décoïncidons. Nous ne pouvons pas nous tenir dans une adéquation de satisfaction, telle que l'écrivait Aristote. Donc, c'est de cette décoïncidence, elle dont c'était le concept d'existence, que la jouissance devenue inaccessible est la conséquence. Car ce qui fait que la jouissance est inaccessible, ne pouvant être conçue anecdotiquement, comme le fait Rousseau, ni même psychologiquement, comme Rousseau s'en attribue le défaut à lui-même, relève donc d'une défaillance structurelle, mais qui, comme telle, en défaisant toute adéquation donnée et limitée, fait lever par son négatif un nouvel avenir, celui-ci promouvant l'humain. De fait, si Lacan est finalement éparpillé à la jouissance, attend à la fragmenter, ou s'amuse à la considérer dans les amours de la blatte et du cafard, dont bien sûr ceux-ci ne nous diront rien, c'est qu'il n'envisage pas ce que le fait que la jouissance soit devenue inaccessible aux êtres parlants que nous sommes, des par-l'être, contient aussi d'un renversement potentiel, peut aussi ouvrir de possibilités, qui n'est plus seulement de la vie, mais de ce que j'ai commencé à nommer l'existence. Car Lacan, comme Freud, n'a pas su dépasser ce regard, non pas triste à proprement parler, la tristesse se laissant baigner d'infini, mais ennuyé ou désabusé, peut-être à force de voir répéter les mêmes symptômes, que leur analyse les a conduits à poser sur la vie, sans en attendre autre chose, et qui les conduit au-delà de la clinique, dans une impasse éthique. C'est ce regard que fixe Freud à la fin de sa vie, dans Malaise dans la civilisation. Car à ne pas percevoir ce que cette jouissance enfouie par le complexe de castration a fécondé d'un nouvel avenir, qui n'est pas seulement de substitution et de compensation, il n'y a d'autres lignes de fuite, on le voit, d'une façon ou de l'autre, que la sublimation. Que la jouissance, comme plénitude du plaisir, s'avère en effet perdue, et que cela même définisse le réel de l'homme en le détachant de la naturalité du plaisir, est ce qui l'oblige effectivement à se tenir hors existant, l'étymologie même du terme, existere. Mais il faut dire alors hors de quoi? Je dirais hors de l'enchaînement du désir et du plaisir, hors de l'enchaînement du désir et du plaisir se repliant en boucle, hors du monde et de sa régulation satisfaction, comme hors d'un soi qui trouverait dans son adéquation son assise de sujet. Mais serait-il encore un sujet? Que le sujet, à son corps défendant, s'y abolisse, comme dit Lacan, qu'il se trouve aliéné, divisé et barré, est aussi ce qui le porte à se déclore. À tenter de briser dans la jouissance impossible, et du fait même qu'elle est impossible, sa structure d'être fermée, comme le disait Bataille, le confinant dans un moi d'adhérence. Ce que découvre l'écart de la jouissance avec le plaisir est finalement cela. En même temps qu'il est totalement
demeurant dans le monde, immanent en lui, immanens, puisqu'il n'est pas d'autre monde, l'être humain est celui qui ébrèche, par et dans sa jouissance impossible, la complétion du monde et y fait faille, y laissant lever du même coup une dimension incommensurable et d'infini. Je vous remercie de votre attention.